Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Jusqu'à 14h, on va parler électricité Europe avec l'ancien président et fondateur de RTE, c'est André Merlin qui est avec nous. Bonjour André Merlin. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous André Merlin. Je rappelle que vous avez créé, fondé RTE. RTE, c'est quoi? Donc vous avez été président pendant longtemps, le réseau transport électricité. Alors je voudrais d'abord, parce que l'électricité, les factures d'électricité, il n'y a pas un d'entre nous qui n'en est pas, qui en était conscient depuis toujours, mais qui en est de plus en plus conscient. Et on entend beaucoup d'auditeurs qui nous interpellent à ce sujet, sans parler des PME, TPE, des artisans, des boulangers, enfin de tout le monde. Alors, c'est quoi le réseau transport électricité que vous avez créé? Oui. D'abord, le réseau de transport sert effectivement à transporter l'électricité d'un point à un autre. Ce sont, si on fait une analogie avec la route, c'est les autoroutes électriques et les routes nationales. Et ça permet effectivement d'échanger l'électricité d'un point à un autre du territoire, mais également avec les réseaux des pays voisins. Mais le gestionnaire de réseau de transport, contrairement à son nom, enfin le laisse pas entendre, oui. C'est également l'endroit où on équilibre en permanence l'offre et la demande d'électricité. Parce que, comme vous le savez, l'électricité ne se stocke pas, et donc il faut en permanence ajuster l'offre à la demande. C'est la production d'électricité, et il faut que ce soit compatible, bien évidemment, avec les capacités de transit qui existent sur le réseau. Et ce réseau-là est non seulement français, mais européen. Alors, ce réseau est français, oui. Mais il est interconnecté, bien évidemment, avec les autres réseaux européens. C'est le grand système d'interconnexion européen, un des plus grands dans le monde, il faut le dire, oui. Avec celui qu'on a en Chine, aux États-Unis, au Canada. Il y a en fait 3 réseaux d'interconnexion. Donc on peut dire que c'est un des plus grands du monde. Voilà. Il a été créé quand? Alors ça s'est créé au fur et à mesure des années du XXe siècle, disons après la Première Guerre mondiale, 1921. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je vous l'ai dit en aparté, on a créé une ONG qui est aujourd'hui la plus grande ONG dans le monde, qui réunit 19 000 experts dans le monde entier, appartenant à 120 pays, et qui échangent en matière de technologie, à la fois... Le CIGRE, dont vous avez été président. C'est ce qu'on appelle le Conseil international des grands réseaux électriques, dont le siège est à Paris, et nous avons un congrès tous les 2 ans qui se tient à la Porte-Maillot. Il aura lieu fin août. Alors justement, parlons de cela et parlons de ce qui est devenu, enfin, aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'on parle d'électricité, avec les problèmes énergétiques, avec la guerre Russie-Ukraine, avec les embargos, avec tout ce qui a été fait, avec l'extraordinaire, et vous l'avez évidemment suivi, la polémique sur le nucléaire, depuis déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et justement, je voudrais qu'on inventorie tout cela avec vous, André Merlin, c'est passionnant. Et le marché européen de l'électricité a été créé, fonctionne depuis quand? Le marché européen de l'électricité résulte de la directive européenne qui a été adoptée en 1996. D'accord. Qui avait d'ailleurs suscité à l'époque beaucoup de réticence du côté français, parce que, il faut le dire, pourquoi, oui. On avait une organisation qui était excellente. EDF avait le quasi-monopole de la production, avait le monopole du transport d'électricité, de la distribution d'électricité. Et donc, c'est une entreprise... Ça marchait très bien. Ouais, voilà, qui était très bien gérée. Et puis, on avait à la tête quelqu'un d'exceptionnel. Je suis un disciple de cette personne, malheureusement disparu il n'y a pas très longtemps, Marcel Boiteux. Voilà. Et donc, la France et EDF ne voyaient pas tellement l'intérêt d'ouvrir le marché à la concurrence. Ceci dit, c'était pas la situation dans d'autres pays d'Europe où les monopoles de production et de distribution d'électricité étaient beaucoup moins bien gérés. D'où l'idée, effectivement, suite à l'adoption de l'acte unique européen qui remonte, comme vous le savez, du temps de Jacques Delors, eh bien,
l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité s'est imposée et la directive a été adoptée en 1996. À partir de là, il a fallu effectivement que chaque État membre transpose cette directive dans le droit de son pays. Alors, en ce qui concerne la France, ça a pris quand même un certain temps, j'imagine, puisque la loi de transposition n'a été votée qu'en 2000, février 2000. Dans cette période, le président et le directeur général d'EDF qui m'avaient nommé directeur auprès d'eux pour préparer la mise en place de gestionnaire de réseau de transport d'électricité, donc l'organisation des marchés. Et donc, quand la loi a été votée, immédiatement après, la commission de régulation de l'énergie a été mise en place. Et après avis favorable de cette commission de régulation de l'énergie, le ministre en charge de l'énergie a bien voulu me nommer à la tête de ce gestionnaire de réseau de transport d'électricité. À l'échelle européenne. Ah non, d'abord à l'échelle française. Okay, d'accord. C'était 2000. D'accord. Mais très vite, alors c'est pour ça, j'ai été, je ne sais pas, repéré par la vice-présidente de la Commission européenne, une personne remarquable, Loyola de Palacio, qui était la première vice-présidente de la Commission européenne, et qui m'a sollicité immédiatement en 2001 pour mettre en place l'association européenne des gestionnaires de transport d'électricité, avec mon homologue norvégien. D'accord. Et cette association est devenue, avec l'association des régulateurs, le conseil des régulateurs d'énergie, de l'énergie, les deux principaux interlocuteurs de la direction générale de l'énergie de la Commission européenne. On va en parler voilà. Tout cela, parce que la question que je vais vous poser est au-delà, effectivement, de ce que vous avez fait, évidemment, qui est plus que remarquable et louable. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, parce que sur la libéralisation de ce marché européen, est-ce que nous n'avons pas perdu au change, et est-ce qu'aujourd'hui nous ne payons pas les conséquences de cela? Vous allez répondre après cette petite pause. André Merlin. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, nous sommes avec André Merlin, le fondateur et président du président, il ne l'est plus aujourd'hui, mais du réseau de transport et électricité, et l'un des protagonistes, il faut le dire, puisqu'il a été nommé à la tête du marché électricité européen. Et justement, André Merlin, c'est intéressant parce que on se disait, on avait un modèle français, le nucléaire, bien sûr, Général de Gaulle, Pierre Messmer, etc. On voit comment ça fonctionnait. Vous avez créé avec d'autres le marché européen d'électricité. Et aujourd'hui, alors justement, on se dit, on est en 2024. Comment on est arrivé à avoir cette espèce de foire d'empoigne, et j'allais dire presque de jungle, où effectivement ce que nous voyons pas depuis toujours, les prix s'envolaient, les choix, et puis les choix surtout entre les énergies, les renouvelables, les fossiles, etc., etc. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pas ce qui est dit par beaucoup d'intervenants, c'est que il n'y a pas un seul marché pour l'ensemble de l'Union européenne, mais il y a un marché par État membre. C'est ça la différence. Mais chaque marché obéit aux mêmes règles, qui sont les règles qui résultent de la directive européenne dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, l'acte unique. L'acte unique. Et donc... Pardon, excusez-moi, pour être tout à fait précis pour nos auditeurs, les États membres sont tenus d'appliquer cette loi. Bien sûr. C'est l'adoption de la directive. D'accord. Et donc, à quelques nuances près, les règles sont les mêmes. Et donc, le prix, parce que dans chaque pays, vous avez une bourse d'électricité. Moi-même, j'ai créé la bourse d'électricité en 2001 avec Euronext. Et d'ailleurs, ça posait aucun problème.
Et cette bourse permet de, effectivement, au travers d'enchères montantes, vous voyez, c'est-à-dire dans l'ordre, ce qu'on appelle dans notre jargon, ordre de préséance économique, le prix de marché, c'est le prix offert par la dernière moyen de production qui permet de satisfaire la demande. D'accord. Ah, C'est vraiment comme un marché, l'offre et la demande. C'est du coût marginal, ce qu'on appelle, nous, en tant qu'économistes à court terme. Donc, le prix de marché peut être différent d'un pays à l'autre. Alors, nous avons, en 2006... Et c'est RTE qui a pris cette initiative, et j'ai inauguré d'ailleurs cette dispositif avec le commissaire européen à l'énergie, qui était un laiton. À l'époque, en 2006, nous avons réalisé le premier couplage de marché d'électricité entre la France, la Belgique et la Hollande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le couplage ? Maintenant, ces couplages sont étendus à l'ensemble de l'Europe. De l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le fonctionnement du marché spot de la bourse d'électricité dans chaque pays, vous prenez en compte, dans la même démarche, la possibilité d'importer de l'électricité venant de pays voisins. C'est ça, oui, d'accord. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces capacités d'importation sont limitées physiquement. Il s'agit des interconnexions électriques entre les réseaux des différents pays interconnectés. Dans le cas de la France, on est un petit peu au centre, en quelque sorte. On a une capacité d'interconnexion qui est de l'ordre de 15 gigawatts. 15 gigawatts, c'est la puissance de 15 réacteurs nucléaires environ. D'accord. Alors que la consommation appelée sur le réseau est de l'ordre de 80 à 90 gigawatts. C'est en période d'hiver. Et donc, si vous voulez, très vite, du fait de l'écart de prix d'un pays à l'autre, on sature cette interconnexion. Et à ce moment-là, alors que si l'interconnexion n'est pas saturée, on a le même prix des deux côtés, dès lors qu'on sature, on a un découplage du prix de marché, et à ce moment-là... Entre chaque pays. Entre chaque pays, voilà. Ouais. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise de 2022, puisque c'est ça qui a révélé et qui a provoqué de nombreuses critiques sur le marché européen d'électricité, eh bien, c'est du fait qu'il y a eu la conjonction de trois phénomènes. La première, c'est la dépendance, je dirais, excessive de l'Allemagne vis-à-vis du gaz russe, qui a fait craindre, bien évidemment, très rapidement qu'on allait avoir une pénurie de gaz. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une hydraulicité qui était très, très mauvaise, très faible, notamment dans les pays du nord de l'Europe, où ils ont beaucoup d'hydraulique, mais aussi en France. Et la troisième chose, c'est effectivement le défaut générique qui est apparu fin 2021 sur le parc nucléaire français. Et qui a bien évidemment... Le défaut générique. Défaut générique. Ça veut dire quoi ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on a détecté des micro-fissures sur un certain nombre de tuyauteries au sein d'un certain nombre de centrales de réacteurs nucléaires, et que l'autorité de sûreté nucléaire, bien évidemment, a demandé à EDF de régler le plus rapidement possible ces problèmes. Et de telle sorte qu'il n'y ait pas de conséquences sur la sûreté nucléaire de nos réacteurs. Ce qui a été fait. Mais la moitié, à peu près, du parc nucléaire, en 2022, a été arrêtée. A été touchée, oui. En même temps qu'il y avait l'embargo, qu'il y avait la guerre, etc. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en France, on a eu, effectivement, là aussi, une crainte, il y a un risque de ne pas satisfaire la demande. Donc, des risques de coupure d'électricité. Qui était effectivement. Et donc, on a importé de l'électricité venant d'Allemagne en particulier, mais aussi d'autres pays, le maximum qu'on peut. Et c'était de l'électricité à ce moment-là produite à ce moment-là essentiellement par des centrales à charbon. Et qui plus est, des centrales au charbon fonctionnant au lignite, qui est le charbon le plus, si je peux m'exprimer ainsi, le plus dégueulasse, et qui dégage le plus de CO2, oui. Et également des particules fines qui polluent une bonne partie de l'Europe.
Et nos amis allemands, En fait, entre on guillemets, faisait dans des campagnes contre le CO2, la dépollution, etc. Oui. Et on se fournissait... ouais. Et nos amis allemands, entre guillemets, nous ont vendu à prix d'or cette électricité. Résultat, bien évidemment, sur le marché français de l'électricité, les prix ont explosé. Et ce qui a été dit à ce moment-là, c'était juste d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce marché où effectivement le prix de l'électricité est fortement corrélé au prix du gaz ou au prix du charbon. Eh oui. Mais c'était une situation conjoncturelle. Ouais. Aujourd'hui, il faut savoir que on est revenu avec une meilleure disponibilité du parc nucléaire. EDF a fait un excellent boulot, je tiens à le souligner. Hein. Et de ce fait, la consommation d'électricité, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, a baissé Absolument. en 2022 et baissé en 2023. Et qui plus est, en 2024, compte tenu de la croissance qui est en berne en France, 0,6-0,7% de croissance du PIB, eh bien on aura une stagnation de la consommation d'électricité. Donc aujourd'hui, on a à la fois une bonne disponibilité du nucléaire et une consommation qui n'augmente pas. Résultat, on a suffisamment de capacité nucléaire pour satisfaire très souvent la demande d'électricité en France. Ce qu'on appelle en jargon d'électriciens économistes, on est marginal nucléaire, alors qu'en Allemagne, ils sont dans une situation totalement contraire. Parce que ils ont arrêté leur parc nucléaire et leur moyen de production, en dehors des renouvelables dont on va parler, je pense, après, c'est du charbon et du gaz. Beaucoup de charbon, d'ailleurs. Et ce qui fait qu'il y a un écart de prix de marché qui devient important. Il faut savoir que le prix de marché en France actuellement est de l'ordre de 60 € du mégawattheure. C'est le marché de gros, j'entends bien. Oui, le marché de gros, 60 €. Et en Allemagne ? Et en Allemagne, 90. Et qui plus est, il y a des futurs, parce que le marché, il y a, comme pour le marché des valeurs, il y a un futur sur 3 ans. Eh bien, il y a un décalage qui apparaît, qui est actuellement de 20 €, mais qui va s'accroître vraisemblablement dans On va en le parler futur. tout de suite, après une petite pause. Et puis vous aurez la parole évidemment pour poser vos questions. Peut-être que votre facture d'électricité a augmenté. Venez nous en parler. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Merlin, lui aussi dans tous ses états, mais pour de bonnes raisons, moi aussi d'ailleurs. Réseau transport, électricité, marché d'électricité, marché européen d'électricité, et on a parlé de ce qui s'est passé avec le nucléaire, qui continue à se passer d'ailleurs, où nous étions quand même très forts, nous sommes toujours, mais il s'est passé beaucoup de choses, et surtout il s'est passé, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire des que j'appelle les intermittents du spectacle, les énergies renouvelables, en tout cas certaines. Parlons surtout des éoliennes et du solaire, qui sont devenus à un moment donné, je voudrais que vous étiez aux premières loges, vous l'êtes toujours André Merlin, mais qu'est-ce qui a fait qu'on a dit, écoutez, le nucléaire, le fossile, c'est fini, c'est plus possible, c'est polluant, le nucléaire, c'est Hiroshima, Nagasaki et Tchernobyl, et fonçons vers l'avenir radieux des éoliennes et des panneaux solaires. Alors, les choses se sont passées d'abord en Allemagne, du temps du chancelier Schröder. D'accord. Où il y avait déjà en Allemagne une opposition très forte sur le nucléaire, ce qui a conduit, comme vous le savez, les Grünen allemands, les écologistes allemands, très forts là-bas. C'était les Green allemands. Absolument, les Grünen. Et donc, l'Allemagne a imaginé, en dépit de la mise en place du marché européen de l'électricité, qui s'appliquait également en Allemagne, bien évidemment, sûr, oui, a imaginé faire en sorte que les renouvelables dits intermittents, c'est-à-dire le solaire et l'éolien, dérogent aux règles du marché. Ils ont obtenu gain de cause auprès de la Direction générale de la concurrence, toute puissante au niveau européen, la direction européenne. Pourquoi ? Parce que c'est des moyens de production
qui n'émettent pas, ou très peu, de gaz à effet de serre. Et au nom de l'environnement, effectivement, ils ont obtenu cette dérogation. Ça, c'était donc... et ça s'est appliqué en Allemagne. Une très grosse dérogation. Ça, c'est quelles années, ça c'est à partir de 2000. 2000, d'accord. Et voyant qu'ils avaient pu mettre en place ce système en Allemagne, pourquoi pas l'étendre à l'ensemble de l'Europe. Et c'est là où, effectivement, ils ont, du fait, on peut le dire, du leadership qu'ils avaient pris en Europe à partir de 2005, il faut quand même le dire très clairement, la France n'avait plus le leadership qu'elle avait auparavant, malheureusement. Eh bien, l'Allemagne a fait la pression qui convenait pour que ce système qu'ils avaient mis en place en Allemagne s'étende à l'ensemble de l'Europe. Ouais. C'est la directive de 2009, ce qu'on a appelé les 3 x 20 en 2020, c'est-à-dire 20% de baisse des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen. Alors on intégrait aussi l'hydraulique, bien évidemment, oui. Et 20% d'efficacité énergétique. On ne parlait pas du nucléaire. Et c'est là où, à mon avis... Ah oui, le nucléaire a été mis en parenthèse. Complètement, comme si il n'existait pas. Et je pense que la France, à mon avis, a fait une erreur de ne pas faire en sorte qu'il y ait une neutralité technologique et qu'on puisse prendre dans ces dispositions les mêmes règles pour le nucléaire que celles qu'on prenait pour les renouvelables. C'est ça. C'est-à-dire que la France n'a pas demandé de dérogation pour le nucléaire. Absolument pas. À telle enseigne que elle avait un objectif de 23% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique en 2020. Elle n'a fait que 20, je crois, ou 21. Et elle a été condamnée par la Commission européenne à payer une amende de 400 millions d'euros. Bon. D'accord. Je crois que l'amende n'est toujours pas payée. Mais enfin, voilà. Alors, ce qu'il faut bien expliquer à vos auditeurs, c'est la différence qu'il y a entre ces moyens de production éoliens et solaires, qui sont des moyens intermittents, c'est-à-dire que vous ne produisez pas d'électricité quand il n'y a pas de vent, ou quand il y a trop de vent. Il y a trop de vent aussi, oui, il faut le dire. Oui. Voilà. Et le soleil, la même chose. Le soleil, alors, pour l'éolien terrestre, c'est le quart du temps, vous produisez l'électricité en moyenne. Le quart du temps. Le quart du temps. Vous voulez dire qu'il y a un quart, il y a 3 quarts où on ne produit pas d'électricité sur l'éolienne. Oui. Et donc, pour le solaire, c'est 1/7 du temps. D'accord. Donc les 6/7, il faut avoir un autre moyen de production. Et puis pour l'éolien marin, là, ça souffle un peu plus, c'est un peu moins de la moitié du temps. D'accord. Oui. Et donc, si vous voulez, ça fait... De ce fait, c'est des moyens qui ne fonctionnent pas en permanence. Ils sont non pilotables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non pilotable ? C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'électricité pour satisfaire la demande qui varie en permanence, oui, bien sûr. Au cours de la journée, de la semaine, de l'année, il faut disposer effectivement de moyens, je dirais, complémentaires, en secours. Et que sont ces moyens complémentaires ? C'est des moyens qui, eux, sont pilotables. Et c'est quoi ces moyens ? De quoi s'agit-il ? Le gaz et le charbon. Bien évidemment, dans les pays qui n'ont pas de nucléaire, il y a le choix, effectivement, avec l'hydraulique. L'hydraulique. Alors ça, c'est les pays nordiques, qui n'ont pas de problème, parce que l'hydraulique, c'est sans doute le moyen de production pilotable le plus flexible, vraiment le meilleur possible. Malheureusement, en France... On n'a pas les mêmes On n'a pas les mêmes capacités. Sinon, c'est le gaz et le charbon. Sinon, c'est le gaz et le charbon. Et puis, il y a le nucléaire, bien évidemment, qui est pilotable également. Parce que grâce à la francisation de la filière nucléaire qui venait des États-Unis, on a des moyens de production nucléaires qui permettent un suivi de charge. Mais pas avec la même flexibilité, bien évidemment, que l'hydraulique. Mais André Merlin, comment il se fait qu'à un moment donné, pendant des années, je parle du lambda, je parle pas de vous, bien sûr, des citoyens lambda, on nous a présenté les énergies renouvelables, notamment les intermittentes, comme étant l'alpha et l'oméga qui allaient rendre la planète sauvable, qu'on allait se débarrasser des gaz à effet de serre, de la pollution, et qu'on allait enfin pouvoir survivre. Rappelez-vous les messages hallucinants d'un certain nombre de gens qui nous disaient qu'on va mourir à 3 milliards en 2020. Non seulement ça, mais certains ont imaginé
et en particulier l'ADEME, je tiens à le dire, qu'on pouvait effectivement construire un scénario où on peut satisfaire la totalité de la demande d'électricité dans un pays uniquement avec ces moyens de production. D'accord. Quand j'ai été auditionné par la commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique de la France, c'est-à-dire l'année dernière, j'ai utilisé un terme qui, semble-t-il, avait été utilisé par le président de la République, je ne le savais pas, c'est de la carabistouille. Alors, Madame Borne, qui était à l'époque... Vraie carabistouille. Ah oui, de la carabistouille. C'est à mon avis... Mais il y a eu un phénomène médiatico-politique à l'entraînement. Je ne parle même pas de Greta Thunberg et ça n'arrêtait pas. Pourquoi derrière cela? Parce que, outre le fait que techniquement, ces moyens de production posent problème, notamment, je ne l'ai pas dit précédemment, mais ils ne participent nullement au contrôle du fonctionnement du grand réseau interconnecté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le contrôle? C'est contrôle de la fréquence. Il faut savoir que le transport d'électricité se fait à courant alternatif essentiellement, contrôle de la tension et contrôle des transits des courants sur les ouvrages. Eh bien, ce sont des moyens de production que je qualifie, je suis désolé, je ne vais pas plaire à tout le monde en disant ça, ce sont des passagers clandestins de ce point de vue du système électrique européen. Et imaginez qu'on peut faire fonctionner un tel système interconnecté uniquement avec ce type de moyens, c'est prendre les Français et les Européens pour des imbéciles. Voilà ce que je dis. Et malheureusement, Madame Borne, je tiens à le dire, qui était à l'époque ministre en charge de l'énergie, a commandé un tel rapport à RTE et à l'AIE pour essayer de démontrer qu'il était possible de le faire. Oui. Alors, RTE, bien évidemment, n'a pas voulu déplaire à sa ministre de tutelle, a fait un rapport circonstancié avec l'aide de l'AIE, qui n'est pas très compétente d'ailleurs dans ce domaine, et a dit oui, c'est possible, mais il y a des si. Et avec des si, si vous voulez, on peut mettre Paris en bouteille. Donc, techniquement, si vous voulez, ça pose d'énormes problèmes dès lors que ce moyen de production devient, disons, prend une part importante dans la consommation, dans la production d'électricité. Et d'ailleurs, André Merlin, vous le dites, quand vous parlez, parce qu'il y a un chiffre, je dis ça parce que vous parlez des scénarios de référence qui existent aujourd'hui par rapport aux scénarios alternatifs que vous proposez. Et je vous donne juste, là, vous avez expliqué, parce que vous dites que entre le scénario de référence qui est actuellement le scénario officiel, j'ai bien compris, et votre scénario à vous, et Dieu sait si vous êtes un homme de l'art et vous connaissez la situation, il y a 300 milliards d'euros de différence. C'est-à-dire que si on utilise le scénario de référence, ce qui est fait aujourd'hui, nous dépensons 300 milliards d'euros inutiles. Tout à fait. Oui. Alors, c'est une étude que j'ai reprise, et qui a été faite également par un think tank qui travaille beaucoup sur le sujet, qui est le CEREME, qui d'ailleurs s'était fait aider par un cabinet conseil qui est très connu au niveau européen, qui est Roland Berger. Moi, j'ai un petit peu modifié un certain nombre de choses, parce que je pense qu'il y avait quand même quelques changements à effectuer. Oui. Alors, pourquoi 300 milliards d'écart? Eh bien, simplement, ce qu'il faut dire, je ne l'ai pas dit précédemment, c'est que dans le système mis en place par l'Allemagne et généralisé à l'ensemble de l'Europe, ces moyens de production sont des moyens subventionnés. Il faut le savoir. C'est-à-dire que on offre à ces moyens de production la possibilité d'avoir un contrat à prix fixe sur 15 ans, 10-15 ans, à un prix qui est nettement supérieur, très souvent, au prix de marché. Et la différence entre le prix payé pour ces moyens de production et le prix de marché, eh bien, cette différence, c'est des subventions qui sont finalement payées par les consommateurs d'électricité, c'est-à-dire essentiellement les particuliers, principalement par les particuliers, mais aussi les entreprises. Et ceci, bien évidemment, a conduit, à partir de 2008, à une augmentation du prix de l'électricité en Europe. Alors, de manière différente selon les pays. Ah, bien sûr. En France, alors que de 86 à 2008, le prix de l'électricité avait baissé de 20% à euro constant, du fait de l'effet
du plan Mesmer, du Ouais. plan nucléaire. De 2008 à 2024, il a doublé. Il a pratiquement doublé. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Parce qu'il va encore... Eh ben, il va encore doubler. Et peut-être davantage encore. On va expliquer pourquoi après cette petite pause, mais... Et après cette pause, vous aurez la parole, évidemment, 0826 300 300. On sait qu'il y a du monde au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. .fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, toujours avec André Merlin qui est notre invité aujourd'hui. Et nous avons Catherine qui nous appelle depuis l'Aveyron. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. On vous écoute, Bonjour. Catherine. À tout le plateau. Alors, voilà, c'était par rapport à ce prix de l'électricité qui est devenu insupportable. Je pense faire partie de la classe des moyennes. Et ben voilà, on est arrivé au bout. Moi, j'ai du mal à payer mon électricité. Voyez-vous, voilà, j'ai isolé ma maison, on m'a demandé d'isoler les murs, j'ai dit je ferai des économies, j'ai fait ça, j'ai isolé les combles, et je paye plus cher d'électricité qu'avant. Vous voyez, avant j'étais à 380 €, et là je passe à 438 € exactement. Ouais. Voilà, à isoler les combles, j'en ai eu quand même pour 37 000 €. Isoler les murs plutôt, 37 000 €. Ouais. Les combles, 1400 €. Mais bon, moi je sais plus ce qu'il faut faire. Et en se chauffant très peu, je chauffe que la pièce principale. Je chauffe pas la cuisine, je chauffe pas les chambres, je chauffe pas la salle de bain, je chauffe pas... Enfin, voilà. Et en n'ayant pas très chaud non plus. Et voilà. Et donc au bout d'un moment... c'est plus possible, hein. Ça va péter. Alors justement, je sais pas dans quelle manière. Hein. Justement, personne ne sait dans quelle manière, mais tout le monde est d'accord sur le diagnostic, Catherine. Justement, André Merlin, voilà cette personne, voilà Catherine, qui dit voilà, moi j'ai fait, on m'a demandé, vous savez, les normes, les murs, tout ça, isolé, c'est vrai, ça coûte, Dieu sait, ça coûte cher. Et ben, ma facture d'électricité augmente et le nombre de personnes, vous savez, qui nous appellent pour ça est impressionnant. Oui, ce qui est clair, c'est que la France, mais aussi l'ensemble de l'Union européenne, veut servir de modèle pour le reste du monde en matière de décarbonation. Donc on veut effectivement atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui est un objectif extrêmement ambitieux. Ouais. Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire un effort dans ce domaine. Oui. Et il s'agit en fait, au travers de cela, de remplacer les usages qui utilisent des combustibles fossiles, et en particulier du charbon, mais aussi du fioul et du gaz, par des usages utilisant l'électricité. Et bien évidemment, à partir de là, le prix de l'électricité devient un facteur majeur. Non seulement pour les particuliers, parce que bien évidemment, c'est un prélèvement, plus le prix de l'électricité augmente, plus c'est un prélèvement sur leur pouvoir d'achat. Sur leur budget. Évidemment. Mais aussi pour les entreprises. Et c'est aussi vrai pour les entreprises. Et je dirais même que pour les entreprises, on veut, en même temps, c'est ce que dit le président de la République, réindustrialiser la France. Oui. Et si on veut réindustrialiser la France, il faut être compétitif par rapport à d'autres régions du monde et principalement par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Tout à fait, mais alors, c'est là où le bas, non seulement blesse, mais le bas fouette. Ouais. Attendez, vous savez très bien que les 2 tiers du monde se fichent éperdument de la décarbonisation. Et ils s'en foutent. On se demande des sanctions à la Russie, à l'Inde, à la Chine, au Congo et ailleurs. Ils ont besoin de énergie fossile ou nucléaire, etc. Ils utilisent. Exactement. Il y a que chez nous que ça hurle dans les familles. Et si vous voulez, si vous regardez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, actuellement, on est très loin de l'accord de Paris. On augmente de 1% par an. Oui, en plus. Et peut-être même plus. Et peut-être même plus. Et la part des émissions
au niveau de la France par rapport aux émissions mondiales, c'est 0,7%. Oui, tout à fait. Donc, vous avez beau réduire de 5% par an cette part de 0,7%, c'est, disons, une aiguille dans une botte de foin. Donc c'est absurde. Enfin, c'est un calcul absurde, franchement. Effectivement, il ne faudrait pas que ceci se fasse au détriment de l'économie française et européenne. On a déjà décroché, l'Europe a déjà décroché par rapport aux États-Unis, il faut le dire très clairement. Et il y a un double décrochage, parce qu'il y a un décrochage également de la France par rapport aux autres pays d'Europe. Donc, et la France veut être exemplaire par rapport aux autres pays d'Europe, et l'Europe veut être exemplaire par rapport aux autres régions du monde. Donc, vous voyez, c'est... Okay. Et donc, ce que je dis, c'est que, oui, on peut faire de la décarbonation. Oui, effectivement, il faut le faire avec mesure, et il faut surtout le faire en évitant une augmentation du prix de l'électricité. Et de ce point de vue-là... Mais on est mal parti, vous dites. On est très mal parti. Que ça va encore augmenter. Ah, bien sûr. Ouais. Pourquoi ? Du fait des moyens de production éoliens et solaires intermittents qui, encore une fois, sont des moyens subventionnés. Alors, parmi bon, il y a effectivement une opposition très forte sur l'éolien terrestre. Les Français en ont assez, parce qu'effectivement, ça détruit les paysages, ça détruit effectivement les sites remarquables patrimoine, ça provoque des nuisances sonores à proximité, et troisièmement, ça perturbe la biodiversité, parce que bon, les oiseaux de passage, comme vous savez, sont en partie menacés, même tués, par le fonctionnement des éoliennes. En ce qui concerne le solaire, c'est l'emprise au sol. 100 gigawatts, c'est ce qui a été annoncé par le président de la République à Belfort. 100 gigawatts de solaire, c'est 100 000 hectares. 100 000 hectares. 100 000 hectares. Voilà. C'est-à-dire un hectare, 1 mégawatt. Ah oui, d'accord. Un mégawatt. Donc, si vous voulez, la crainte qu'on peut avoir, c'est que, au-delà des friches industrielles, au-delà de l'utilisation des toitures, eh bien, on soit amené effectivement à installer des panneaux solaires au sol. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans certains... Il y a des centrales solaires importantes. Mais on va déforester et on va on va pour ça. Bien sûr, bien sûr. Ben, quel tableau, Donc dire qu'on veut effectivement que l'Europe soit exemplaire en matière d'environnement, ça passe également par en faisant attention au paysage. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas continuer de cette manière. Et le Green Deal, hein, le pacte vert, tel qu'il a été proposé et même adopté dans sa version énergie, on a beaucoup critiqué au niveau de la PAC, mais sur l'énergie, les conséquences seront encore plus importantes. Voilà, c'est un pari, hélas, comme disait Jacques Prévert, c'est un pari stupide, et merci André Merlin de nous le démontrer. Mais on continuera, on vous rappellera, pour continuer à parler de cela, on s'excuse auprès des auditeurs, vous avez appelé en nombre, mais on va effectivement refaire, ça nous concerne au premier chef, et refaire une émission là-dessus. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup André Merlin d'avoir été avec nous. André Berkoff, on vous retrouve demain avec Céline Alonso pour la culture de 13h à 14h, et c'est Alexis Poulain qui sera là demain matin de midi à 13h. Tout de suite, Brice Lay sur Sud Radio, à demain. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.